Salut tout le monde, aujourd'hui je vous propose un petit résumé du Motion Designer Community Meetup, l'événement qui a eu lieu le 21 avril dernier, auquel j'ai pu assister à Paris. Je vais vous faire un petit peu mon retour d'expérience, ce que j'ai retenu de chacune des conférences, ce qui peut éventuellement vous intéresser, les différentes activités qu'il y a eu, et voilà, le déroulé de cette journée, comment je l'ai vécu. C'est parti. Voilà, l'événement se passait au Palais des Conférences, l'espace de conférence Iris à Paris. Donc j'avais pas assisté à la première édition, donc moi quand je suis arrivé, voilà, c'était un lieu vraiment super sympa, avec une belle salle de conférence, avec une deuxième salle à côté, avec des petites activités, des concours de keyframe organisés par Adobe, des concours de keyframe, oui ça existe, j'ai pu tester ça. Alors dès l'arrivée, on avait ce petit programme avec la liste de toutes les conférences de la journée. Donc on a attaqué directement avec une conférence de Guérico. Guérico qui était venu présenter son dernier clip pour Lorne. Alors pour commencer la journée, c'était une assez grosse claque graphique. C'était vraiment magnifique. Ce que je retiens de cette conférence, c'est qu'ils ont vraiment beaucoup insisté sur leur processus créatif, comment ils ont géré leurs inspirations, quelles ont été leurs différentes étapes d'écriture, sachant que voilà, pour ce film là, le process a duré 1 an. Donc c'était super intéressant en fait de plonger un petit peu dans leur secret de fabrication. Et surtout ce qui était très intéressant, c'était de voir comment ils avaient géré leur liberté créative sur cette vidéo, parce qu'on peut voir vraiment qu'ils ont eu une carte blanche totale. Et je retiens aussi l'idée de se dire que en fait ils font des contrats des fois où ils n'ont pas une carte blanche totale, et c'est seulement sur les contrats où ils ont cette carte blanche totale créative, ou alors à ce moment là les clients ou Lorne par exemple, les producteurs les appellent pour avoir une production qui corresponde vraiment à leur patte graphique, pardon. C'est vraiment sur ce genre de contrat là qu'ils vont signer avec le nom de Guérico, et des contrats sur lesquels ils auront eu un peu moins de marge, ils vont pas forcément les signer. Et je retiens que c'est une super idée pour garder une très bonne lisibilité d'un portfolio, pour l'identité sur une patte graphique ou quoi. Et c'était intéressant aussi de voir leurs différentes évolutions, parce qu'ils nous ont montré des clips qui dataient des fois de 1 an, 2 ans, voire 3 ans je crois. Et en fait de voir voilà, l'évolution rapide sur leur créativité, sur leur process. Voilà, c'était super intéressant. Donc si vous êtes intéressé à savoir comment on arrive à mettre en avant sa patte graphique et à obtenir une carte blanche de la part de ses clients pour réaliser des productions de ce niveau-là, qui sont quand même très impressionnantes. Voilà, je vous conseille de regarder quand il sortira la rediffusion de leur conférence. C'était voilà, super intéressant. La deuxième conférence, c'était Monochrome. Ça, c'était super intéressant aussi. C'est une boîte assez récente, si je me souviens bien. Ils nous ont dit qu'ils avaient 1 an ou 1 an et demi, un truc comme ça. Et c'est une boîte qui travaille dans la réalité virtuelle, donc tous les casques VR, etc. Ça c'est super intéressant, ce genre de domaine là, parce que c'est des domaines qui émergent à peine, qui sont, comme il le disait d'ailleurs, c'est des domaines qui n'ont même pas encore réellement émergé. On est à l'an 0 voire l'an 1 des productions en réalité virtuelle. Et je retiens un petit point très intéressant, hormis voilà, tous les process qui sont des process totalement nouveaux. Quand on crée des films en réalité virtuelle aujourd'hui, on a affaire en fait à des processus que personne d'autre n'a fait avant, et surtout il faut expliquer ça aux clients, et c'est pas facile d'expliquer quelque chose qu'on ne maîtrise pas encore totalement, ou alors où c'est un domaine où il y a tout à découvrir, donc c'est très intéressant. Et surtout voilà, une petite phrase que je retiens en fait de cette conférence, c'est qu'il nous expliquait que effectivement aujourd'hui avoir des posts sur Facebook, une page Facebook ou des jolies publications, c'est plus un atout en fait, c'est une obligation. C'est-à-dire que c'est plutôt si vous n'avez pas de page Facebook que vous allez vous allez en pâtir en fait. Et au final, pour toutes les marques de luxe, ça devient une problématique, parce qu'elles vont avoir une page Facebook, mais il n'y a rien dans la structure de la page qui va les différencier d'une autre page qui n'aurait pas forcément du luxe. Et en fait, ce qu'il faut mettre en avant, ce qu'on voyait avant sur les sites internet, mais qui est plus forcément mis en avant avec les pages Facebook, c'est toute l'histoire et les valeurs des marques de luxe. Et c'est là-dessus que Monochrome intervient. Il va proposer justement aux marques de luxe une expérience qui va être beaucoup plus immersive, beaucoup plus qualitative pour des marques de luxe. Et donc ça permet de pas juste créer un simple motion pour s'aligner au niveau global, mais de créer voilà, des choses qui vont beaucoup plus mettre en avant les valeurs, l'histoire, le passif d'une marque de luxe. Et autre chose, un deuxième point aussi qu'il évoquait, c'était le fait que au départ, quand les casques VR sont sortis, on pensait tous que ça allait être une technologie qui allait nous enfermer. On allait être très isolés dans ces casques-là, on allait tous rester enfermés chez soi, à vivre dans des mondes virtuels. Et au final, on voit que les premières utilisations de cette technologie-là sont tout à l'inverse, puisqu'en fait, il n'y a pas beaucoup de gens encore aujourd'hui qui ont pu se procurer chez eux un casque VR. Et donc aujourd'hui, c'est surtout des activités qui se font dans des grands événements,
en fait qui rassemble des gens, où les gens participent à plusieurs à ce genre d'activité avec leur casque VR. Et ça marche beaucoup dans les événements, et au final c'est à l'inverse de ce qu'on pensait, c'est-à-dire que c'est plutôt quelque chose qui est fédérateur, qui rassemble et qui se passe forcément dans des environnements extérieurs. Surtout quand on pense qu'aujourd'hui tout le défi de cette technologie, c'est de miser sur tout le décor qu'il va y avoir autour. Et en fait, juste avoir un casque VR ne suffira pas forcément pour avoir de l'immersion. Il faudra créer des décors, il faudra créer une immersion avec des objets qu'on va pouvoir toucher en réalité virtuelle, mais qui auront une forme concrète dans l'espace dans lequel on est. Et ça nécessite forcément des mises en place extérieures, comme des salles prévues pour ça, ou des stands prévus dans des événements. Et voilà, au final c'est intéressant de voir que pour des boîtes comme ça, il n'y en a pas encore beaucoup, des boîtes qui font purement du VR, c'est très récent. Et ce retour d'expérience est vraiment passionnant. Donc je vous conseille aussi de regarder cette conférence si jamais vous êtes intéressé dans les technologies VR, si vous êtes intéressé par les technologies VR, et voir où est-ce que ça va mener. Voilà, c'est intéressant, il faut voir l'évolution dans les 5 à 10 prochaines années. Après on a eu la conférence de Duduf, donc je sais pas pour ceux d'entre vous qui ont déjà pu un peu suivre les posts de Duduf qui a créé le fameux plugin Dwick sur After Effects, plugin essentiel. Si vous ne connaissez pas, vous tapez directement Dwick et vous allez le télécharger, vous l'utilisez. C'est pour riguer des personnages en 2D, c'est l'équivalent en fait du rig 3D mais pour de la 2D directement sur After Effects. Voilà, Duduf, à chaque fois qu'il parle de ces logiciels, c'est toujours un moyen aussi de faire passer un message politique qui a du sens, et ça j'aime énormément. Là, la conférence qu'on a eue, au final, on a eu peut-être que 5 minutes sur les détails techniques de Dwick. Derrière, en fait, c'était surtout l'intérêt de faire passer un message dans son format de diffusion qui s'oppose un petit peu au format classique concurrentiel qui rencontre en fait une problématique. C'est que à chaque fois qu'on est dans un mode concurrentiel, on va cacher en fait ces informations, par exemple les codes qui vont être vendus dans les plugins, tous les scripts After Effects qui sont vendus sont souvent cachés, et du coup ça permet pas l'entraide ou ça permet pas le développement des connaissances à grande échelle. Et autre chose aussi, quand vous êtes juste consommateur, parce que ce qu'il faut savoir c'est que Dwick bien sûr est gratuit, mais vous pouvez payer ce que vous voulez pour Dwick. Et l'idée c'est que il parlait des différents tests qu'il avait fait, d'abord être payé par don, etc. Pourquoi ça marchait pas. Et en fait on se rend compte aujourd'hui que ce qui serait intéressant, c'est d'avoir un système en fait non seulement de dons financiers mais aussi de partage, c'est-à-dire de pas juste être un consommateur de ces produits là, mais aussi de venir contribuer à ces produits là. Et de pas forcément juste acheter ou alors télécharger le truc gratuitement et ne pas s'en occuper, soit ne rien donner ou ne pas participer. Au final, l'entraide est plus importante. Et aussi l'idée de se dire que derrière les productions, il peut y avoir aussi des messages ou des valeurs qu'on peut diffuser à n'importe quel niveau. Selon la production qu'on fait, on peut toujours venir diffuser un message politique, un message nos valeurs personnelles, et l'idée c'est de pas forcément se trahir en allant travailler pour des clients qui vont pas correspondre à nos valeurs. Alors au début forcément c'est un petit peu difficile quand on commence et qu'on n'a pas trop de clients, mais à terme je pense que c'est vraiment une vision qu'il faut tous avoir, peu importe son avis politique ou quoi, ou ses valeurs, mais il faut réussir à travailler dans des conditions et avec des clients qui correspondent à ce qu'on pense et à nos valeurs tout simplement. Donc voilà, je retiens de Duduf un artiste très engagé, passionné, et qui nous fait des conférences à chaque fois qui sont excellentes, qu'on apprend énormément de choses. Donc celle-là, foncez la voir quand elle sera sortie en rediffusion parce qu'elle vaut vraiment le détour. Quatrième conférence auquel on a eu droit, c'était une conférence de Stéphane Baril qui nous a proposé pas mal de nouvelles fonctionnalités de Adobe. Il nous a présenté surtout Animate, Adobe Animate, qui est un logiciel qui me plaisait pas trop au début, mais la conférence a su me faire changer d'avis parce que tous ces nouveaux logiciels qui sortent, Adobe Animate est là en fait pour venir riguer, c'est un petit peu, on va dire, un concurrent un peu éloigné de Dwick, pour venir riguer directement des personnages ou autres en 2D. Au début je voyais plutôt ça comme un logiciel qui était un peu un gadget. Au final non, en voyant la conférence je vois que ça correspond parfaitement à des typologies de contrats qui arrivent très fréquemment, c'est-à-dire des contrats où des clients vous demandent avec très peu de budget et très peu de temps d'animer des personnages, à tort ou à raison, parce que pour moi c'est pas forcément rentable d'animer un personnage qui marche et qui parle juste pour présenter une application. Il y a des moyens plus simples et plus créatifs et plus stratégiques pour faire parler du produit. On va passer sinon beaucoup de temps dans l'animation du personnage avec pas forcément de retour sur investissement. Mais là avec Adobe Animate on voit qu'en fait on pouvait, je me suis rendu compte qu'on pouvait vraiment réaliser des animations très rapidement, et surtout avec un process de retour et d'itération qui était très très fluide. Donc voilà, cette conférence là, si vous êtes intéressé par
toutes ces nouvelles, tous ces nouveaux logiciels pour animer très rapidement. On va pas chercher de la grande qualité d'animation, mais on va surtout chercher à pouvoir répondre rapidement à des besoins clients. Et ça qui est intéressant au final pour ouvrir les budgets à plus de clients, à une cible plus large. Comme le motion voilà, évolue depuis 10 ans, année après année, les budgets réduisent et on s'ouvre à plus de clients parce que les technologies nous permettent de faire des animations de plus en plus rapidement, de plus en plus simplement. Et Adobe Animate est vraiment pour moi dans cette mentalité-là. Et après, Stéphane Barry nous a aussi parlé des dernières nouveautés de Adobe Premiere avec notamment de la colorimétrie automatique et différentes fonctionnalités assez sympathiques sur le logiciel. Donc voilà, une très bonne conférence également. Ensuite, on a eu la conférence de Smod. Alors Smod, si vous ne connaissez pas, ça a beaucoup tourné sur la communauté récemment. Moi, j'ai découvert via la communauté à travers les gens qui proposaient notamment des tutoriaux, des vidéos sur la chaîne MDC. Et Smod en fait est révolutionnaire dans le sens où c'est du graphisme, du compositing 2D, 3D en temps réel. Alors, il y a beaucoup de gens que je vois intéressés par Smod qui vont penser que c'est un logiciel qui va bientôt remplacer, je sais pas moi, After Effects ou quoi. Moi personnellement je le vois pas comme ça, je le vois plutôt comme un logiciel très précis pour une cible très précise, c'est-à-dire tous les contrats qui sont de la projection dynamique sur des grandes surfaces pour des spectacles ou des événements. C'est un logiciel qui vient vraiment créer un nouveau processus en fait de travail. C'est-à-dire qu'avant on devait créer des vidéos de 13 000 par 12 000 pixels à diffuser sur écran géant ou sur des structures pour les projeter. Et au final on devait exporter des temps de rendu en 3D monstrueux, on devait exporter ça dans des formats très lourds, notamment par exemple le format HAPQ. Donc on avait des formats spécifiques pour pouvoir diffuser des vidéos aussi lourdes. Et il y avait vraiment une déconnexion entre les gens qui créaient le graphisme et ceux qui le manipulaient à la fin sur scène, qui allaient le projeter. Et on avait très peu de marge en fait d'itération ou de retour là-dessus. Et Smod arrive pour balayer tout ça, puisqu'en fait avec Smod vous pouvez directement travailler sur votre ordinateur et au lieu de voir le résultat sur l'écran, en fait vous regardez le résultat en temps réel sur la scène projetée. Il n'y a pas d'export, il n'y a pas de poids de fichier à gérer, puisqu'en fait c'est géré en temps réel via la carte graphique, et ça c'est super intéressant. Donc je pense que pour l'instant c'est vraiment ciblé pour ces domaines de projection en temps réel sur de très grands formats, mais qu'à terme je pense que ça va évoluer pour vraiment pouvoir rapprocher en fait les différents corps de métier, surtout dans l'événementiel. Et ça c'est super intéressant de voir que la technologie permet pas seulement d'aller plus vite, mais aussi permet de rapprocher des corps de métier qui avant étaient forcément très distants à cause des logiciels utilisés, à cause des processus d'export, etc. Donc voilà, je pense que Smod a beaucoup d'avenir. Je pensais que c'était un logiciel assez récent quand je l'ai découvert il y a quelques mois sur la communauté. En fait non, c'est un logiciel qui a plus de 10 ou 15 ans je crois, mais en fait qui a été rendu public que très récemment. Et donc je pense que voilà, c'est voué à exploser et il faut aller voir tous les tutos qui sont sur la chaîne MDC, qui sont très sympathiques. Je pense que je vais m'y lancer dans les mois à venir parce que ça m'a grandement passionné. Ensuite on avait la conférence de L-Motion Lab qui avait l'air particulièrement géniale, mais que je n'ai pas vu. Parce qu'en fait il y avait des activités tout au long de la journée organisées par Adobe, un concours de keyframe. En fait il fallait choisir à un moment de prendre un petit peu de temps pour aller faire ces activités. Donc complètement aléatoirement j'ai choisi de ne pas assister à la conférence L-Motion Lab, mais que je vous conseille du coup d'aller voir comme je vais le faire moi quand les vidéos vont sortir en rediffusion d'ici moins d'un mois. Pendant ce temps là, moi ce que je suis allé faire, c'est que je suis allé faire un concours de keyframe organisé par Adobe. Alors ça je savais même pas que ça existait des concours de keyframe, mais j'ai trouvé ça très marrant. En fait on avait le temps qu'on voulait pour animer en fait une transition entre le logo Adobe et le logo de la Motion Designer Community. Donc j'ai trouvé l'idée très sympathique. Ils avaient installé des ordinateurs pour qu'on puisse le faire sur place. On pouvait également le faire à distance de chez soi. On avait 3-4 jours pour le concours. Alors moi je l'ai fait sur place sur un ordinateur qui avait une souris Mac des années 95, donc il n'y avait pas de clic droit ni de roulette. Et le viewer ne marchait pas, mais bon, je me suis pris quand même 20 minutes pour faire cette petite transition. Mais un grand merci à Adobe, puisqu'en fait le fait est juste d'avoir participé à ça, j'ai pu gagner en fait ce petit directeur artistique. Donc là je fais de la pub pour Adobe, mais franchement c'est un des meilleurs goodies d'événements que j'ai vu. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un petit directeur artistique. En fait vous appuyez sur le bouton qui est là. Vous posez sur une table et en fait il suffit de le taper pour qu'il vous donne un conseil de directeur artistique. Just trust me, I'm an artist.
Voilà, c'est absolument génial. Donc c'est un magnifique goodies que je rajoute dans ma chambre, et dès que j'aurai un petit doute et que je travaillerai de chez moi à distance, je vais pouvoir lui taper dessus et avoir un avis. Des fois il dit que c'est moche, des fois il dit que c'est beau. Je trouve ça absolument génial. Il a une belle tête de bobo artiste avec des petits tatouages sur les côtés. Donc voilà, c'est génial. Ça va être mon nouveau conseiller dans tous mes contrats. Donc franchement, pour 20 minutes de Keyframe Challenge, j'ai trouvé que c'était un super beau cadeau, une super attention. Voilà. Qu'est-ce qu'on a eu comme conférence ensuite? On a fini la journée par la conférence en fait de nos chers organisateurs Maxime Accard, Sylvain Fabre et Yvan Feuzy, pour nous parler en fait de leur dernière production qui était le teaser de Yamag. Et alors c'était une conférence super intéressante, surtout en termes de process, c'est-à-dire qu'ils nous ont bien expliqué comment ils ont fait pour travailler en parallèle à trois personnes différentes, notamment grâce au XREF, si je me souviens bien des termes techniques évoqués par Yvan. Mais voilà, aussi ce qui est intéressant de voir dans cette conférence là, c'est de voir à quel point vous pouvez utiliser des assets déjà préconstruits pour vous concentrer uniquement avec le temps que vous avez sur les points essentiels sur lesquels vous avez besoin de faire une création propre. Mais tout ce qui peut déjà être récupéré ailleurs comme éléments préconstruits sont souvent très intéressants, surtout de la manière dont vous allez les customiser. Là on peut voir par exemple que pour les immeubles de cette vidéo, ils avaient utilisé des kits de kit badge 3D. Mais ils avaient quand même créé des plantes par eux-mêmes qu'ils étaient venus mettre dessus, et des textures procédurales créées par Yvan Feuzy, et en fait qui permettent de venir customiser un pack graphique déjà préconçu. C'est un petit peu le défaut avec les packs graphiques, c'est que souvent les gens quand ils les utilisent ont tendance à mettre que ça, et au final on voit ressortir des packs graphiques, c'est-à-dire qu'on reconnaît d'une vidéo à l'autre, bon bah ça c'est tel pack, c'est tel pack. Là je pense qu'il y avait un bon mix justement entre l'utilisation de ces packs pour gagner du temps et un niveau de détail qu'ils n'auraient pas pu faire sinon, et en même temps une customisation pour avoir vraiment leur pack graphique et exactement ce qu'ils voulaient dans la vidéo. Donc ça c'était très intéressant. Le process aussi, voilà, je vous conseille de regarder cette vidéo là si vous êtes intéressé par des process qui permettent d'aller très vite, d'avoir un très grand niveau de détail et en même temps une exigence de qualité voilà, qui soit toujours au rendez-vous, parce qu'il faut toujours trouver le juste milieu. Voilà, on a tel temps imparti, tel budget pour faire un contrat, comment on fait le maximum et comment on gagne du temps sans toutefois renier notre propre patte graphique. Voilà pour ce petit résumé de cette journée du Meetup Motion Designer Community V2. Donc comme je n'avais pas pu assister à la première édition, je suis très content d'avoir pu assister à cette deuxième édition, et je vous donne rendez-vous du coup pour la troisième édition qui m'ont organisé, je sais pas encore quand, mais moi je la louperai pas. Et voilà, je pense que c'est super important d'aller assister à ce genre d'événement, parce que vous pouvez rencontrer directement des professionnels en fait de plein de styles différents selon ce que vous recherchez. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont plus rechercher avoir des conseils comment gérer une agence de motion design, d'autres qui vont plus être dans le mode artistique, comment conserver sa patte, comment développer sa patte graphique et la vendre à des clients, et à la fois d'autres qui vont être selon les conférences beaucoup plus techniques, comment augmenter sa rapidité, comment trouver voilà, des bonnes méthodes de travail. Donc je pense que voilà, c'est une très bonne occasion de rencontrer beaucoup de professionnels, de donner un petit peu de concret à ce qui se passe sur la communauté en ligne. Autre chose aussi, un immense merci franchement aux organisateurs, faut y penser, ils sont tous bénévoles et ils ont fait un événement qui était incroyable, vraiment pour une journée qui était maîtrisée de A à Z, et ils ont réussi à avoir énormément de sponsors. Donc aussi un grand merci aux sponsors. Moi j'ai organisé une fois un événement et je sais que avoir des sponsors, gérer tout ça en bénévole, c'est un travail immense qu'on se rend pas compte. Voilà, c'est côté coulisses et nous on arrive, on profite juste de l'événement. Donc un grand merci à tous les sponsors qui ont distribué littéralement des cadeaux de Noël, c'est-à-dire qu'à la fin de l'événement il y avait je sais pas, mais je crois 60 lots donnés pour 120 participants, donc il y avait vraiment de quoi faire. Et voilà, les sponsors étaient au rendez-vous, donc ça donne envie de voir où va être le niveau pour la troisième édition. Donc voilà, je vous donne rendez-vous, si vous serez là à la troisième édition, je serai très heureux de vous rencontrer, et moi j'ai hâte de voir les prochaines conférences. Un grand merci aux sponsors et aux organisateurs qui ont pu délivrer cet événement, et moi j'attends voilà, la rediffusion en streaming de toutes les conférences qui ont été filmées ce jour-là, qui devrait sortir d'ici un peu moins d'un mois. J'espère que ce résumé vous aura été utile un petit peu pour avoir une idée de comment a pu se passer ce meet-up et quelle conférence va vous intéresser, pour peut-être pas regarder les 7 heures si vous n'avez pas envie de regarder les 7 heures, mais voilà, si vous avez une petite journée ou 2-3 soirs pour regarder l'ensemble des conférences, foncez, parce qu'il y a toujours quelque chose à apprendre sur chacune des conférences. Voilà, en vous souhaitant un bon travail sur After Effects, C4D ou le logiciel sur lequel vous êtes, et continuez à apprendre, continuez à regarder la Motion Designer Community, et n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas endormi avant la fin de cette vidéo en cliquant sur s'abonner, et aussi sur la petite cloche, parce que maintenant le bouton s'abonner en fait il suffit pas, il faut appuyer sur la petite cloche, donc le bouton s'abonner ne sert à rien. Voilà, continuez à bien bosser, éclatez-vous, et on se retrouve à très vite pour un prochain vlog. Ciao.